Bonsoir et bienvenue à cette info de ce dimanche 1er novembre 2020. Et cette info, vous pouvez l'imaginer, consacrée largement à la campagne électorale de la présidentielle et des législatives du 22 novembre prochain. Elle a démarré depuis 48 heures maintenant. Les partis politiques se déploient sur le terrain, bien sûr, chacun selon ses moyens, l'ambiance, les premiers meetings, les premiers discours. On analyse ce soir à mes côtés Lionel Bilgo, analyste politique, directeur Afrique de Téménéis Média, Siaka Koulibaly, analyste politique, notre consultant maison, et puis sur ce plateau également Aruna Kaboré, le ministre du Commerce, mais il est avec nous ce soir pour parler de son mouvement de soutien au candidat Roch Marc Christian Kaboré. Le mouvement veut Roch Label. Cette info, c'est parti tout de suite, le journal du dimanche. Et on commence notre tour des meetings avec l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, qui a choisi la région du Centre-Est pour lancer sa campagne à Tinkodogo. Zéphirin Diabré, dans son discours, s'est adressé aux jeunes et aux femmes à qui il a parlé de son plan d'employabilité basé sur une dynamique d'industrialisation de l'économie. Compte rendu, Rémi Lambert-Lébier. C'est l'axe Guiba-Garango que Zéphirin Diabré et son équipe de campagne ont décidé d'emprunter pour rallier Tinkodogo, où a eu lieu le premier grand meeting régional. Sur une distance de 75 km environ, plusieurs escales ont été effectuées, notamment à Niago, Begedo, Boussouma et Garango. Escales au cours desquelles Zéphirin Diabré s'est entretenu avec des... C'est l'axe Guiba-Garango que Zéphirin Diabré et son équipe de campagne ont décidé d'emprunter pour rallier Tinkodogo, où a eu lieu le premier grand meeting régional. Sur une distance de 75 km environ, plusieurs escales ont été effectuées, notamment à Niago, Begedo, Boussouma et Garango. Escales au cours desquelles Zéphirin Diabré s'est entretenu avec des personnes ressources de la région du Centre-Est. C'est aussi des instants de communion entre le candidat de l'UPC et ses partisans, déjà dans la ferveur de la campagne électorale. Lors du meeting de Tinkodogo dans l'après-midi, une minute de silence a été observée à la mémoire du regretté Bilachal Kaboré, père du président sortant. Et après, ce fut le tour de la jeunesse du Boulgou de lancer les hostilités. Concours direct de 2016 à 2020. En 2016, le nombre de postes à pourvoir, c'était 11 537. Et en 2020, ce nombre est redescendu à 4 721. Ils viennent encore de ventiler leur programme périlleuse de 6 000 emplois en 60 000 emplois en 5 ans. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire durant leurs 5 premières années passées au pouvoir? Rien pour la jeunesse. L'heure est venue de corriger l'erreur de 2015. Pour le candidat Zéphirin Diabré, sous sa gouvernance, la jeunesse burkinabé n'aura plus à attendre annuellement les concours de la fonction publique pour espérer trouver de l'emploi. Il compte opérer une révolution industrielle qui va booster l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Mais une économie est basée d'abord sur ce que vous fabriquez vous-même. L'industrie. Pas ce que vous transformez seulement, ce que vous fabriquez vous-même. Si vous ne fabriquez pas quelque chose, ça veut dire que vous n'avez pas d'économie. Et moi, dans mon programme, je mets l'accent sur la révolution industrielle. Il faut qu'on lance des industries mécaniques. Je veux que le Burkina Faso devienne l'usine de la sous-région, pour être ensuite l'usine de l'Afrique, et enfin l'usine du monde, et prendre la place que la Chine a aujourd'hui dans le schéma économique. En 70-65, les gens mouraient de faim en Chine. Ils nous ont aujourd'hui dépensé, ils sont devenus une puissance industrielle. Nous, on fait quoi? Or, on a les compétences, la vision, l'intelligence pour faire ça. Et c'est cette révolution industrielle-là qui va s'accoupler à une révolution agricole. Ce meeting fut l'occasion pour le Parti du Lion de présenter aux électeurs ses candidats aux législatives dans les 3 provinces du Centre-Est. Comment reconnaître Zéphirin Diabré sur le bulletin unique de vote? Cet exercice, à la fois simple et complexe pour bon nombre de militants, a été diversement expliqué au cours du meeting.
quitte le centre-est, on monte juste un peu dans le centre-nord, notamment à Kaya, le fief du candidat de Agir Ensemble. C'est donc tout naturellement que Kadri Désiré Ouédraogo y a lancé sa campagne électorale. Retour des exilés, réconciliation nationale, bonne gouvernance sont entre autres les thèmes qu'il a partagés avec ses militants qui se sont grandement mobilisés pour la circonstance. Arsène Konditamde. Kadri Désiré Ouédraogo débarrassé des mots débute sa campagne à Kaya, dans la région du centre-nord. Une zone considérée comme le fief du chef du mouvement Agir Ensemble. Ici, l'ancien Premier ministre vient faire connaître son projet du Grand Faso. Un projet par lequel il dit vouloir transformer le Burkina Faso et le débarrasser des maux qui empêchent son développement. Vous êtes sorti parce que vous adhérez au meilleur programme pour le redressement de notre cher pays, le Burkina Faso. Mon programme vise également à instaurer une nouvelle gouvernance plus vertueuse. Il vise à restaurer l'autorité de l'État, à promouvoir un développement économique accéléré et à insérer le Burkina Faso dans le monde moderne par l'intégration et par le panafricanisme. La réconciliation, l'une des grandes composantes du projet du Grand Faso. Le candidat promet de travailler au retour de tous les exilés. Ramener la paix et la sécurité au Burkina Faso, réconcilier les Burkinabés entre eux et en particulier, je voudrais dire que le Burkina Faso a besoin de toutes ses filles et de ses fils pour son développement. Et à cet effet, je ferai en sorte qu'il n'y ait plus d'exilés politiques au Burkina Faso. Kaya est une ville qui paye un lourd tribut à cette insécurité. La ville a vu sa population croître de façon exponentielle avec l'arrivée de milliers de déplacés. Pour le 22 novembre, les populations de la ville et de la région sont invitées à voter pour le candidat qui pourra changer la donne. Le moment unique et historique est venu pour donner vie à notre région et au Burkina tout entier. Nous devons faire le choix de la compétence de vivre ensemble du développement. Nous devons faire le choix du Grand Faso. Ce Grand Faso est porté par un digne fils de la région. J'ai nommé son Excellence Kadri Désiré Ouédraogo. Après Kaya, Dori et Zignaré sont les prochaines étapes de l'ex-premier ministre. Il ira convaincre les populations de ces localités de voter pour lui afin qu'il devienne le prochain locataire du palais de Koussiam. Nous restons dans la région du Nord, notamment dans la province du Zandoma, où la section MPP de la localité a elle aussi lancé sa campagne en présence de plusieurs cadres du parti. Ils ont mis en avant le bilan du quinquennat de Roch Marc Christian Kaboré, un bilan qu'ils ont jugé largement positif. Justin Amonto. Sont au rendez-vous. La campagne électorale est bien lancée ce 31 octobre, motive ses militants dans la province du Zandoma les réalisations de leur leader Roch Marc Christian Kaboré. Les partisans du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, sont au rendez-vous. Le secrétaire national exécutif du MPP motive ses militants en vantant les réalisations de leur leader Roch Marc Christian Kaboré. Nous avons un bilan très positif au niveau de la province du Zandoma durant les 5 ans. Nous avons fait des réalisations qui ont profité aux populations dans tous les domaines. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie. Vous avez vu, quand vous traversez les villages, vous tombez sur des poteaux un peu partout avec des fils dont on n'est pas. C'est vrai que la mise en service n'est pas encore effective, mais elle le sera bientôt. Vous constaterez également que dans le domaine des infrastructures, il y a des projets très importants qui sont en cours d'exécution et qui vont contribuer énormément à désenclaver notre province. Le défi pour le MPP dans cette province, rafler tous les postes de députés aux législatives du 22 novembre. Le choix de Togo se justifie par le fait que c'est une commune qui a toujours exprimé son adhésion au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à travers notre parti, le mouvement du peuple pour le progrès. L'honneur qui est fait aujourd'hui à Togo est mérité par Togo et toutes les autres communes qui méritent cet honneur doivent travailler
a mérité également cette confiance que le parti peut lui faire à travers les bons résultats que cette commune peut avoir. Avant le meeting, la délégation a rendu visite aux chefs coutumiers et traditionnels de la localité de Kougo, ainsi qu'au cheikh de Taslima. Voilà pour ce qui est des tout premiers meetings, des tout premiers discours de la campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives du 22 novembre prochain. Lionel Bulgo, comme on le constate, là on est dans la dernière ligne droite du scrutin du 22 novembre prochain. Comment vous jugez déjà l'ambiance qui enveloppe cette campagne électorale? Non, c'est une bonne ambiance, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, il faut saluer tous les acteurs politiques qui jouent le jeu. On a une campagne électorale qui a bien démarré avec la conquête des voix, la conquête des esprits des Burkinabés. On a senti dès hier déjà avec ces affiches publicitaires un peu partout dans la ville. Espérons que ça continue comme ça et prions que ce soit dans cette ambiance-là que ça se fait. De toute façon, une élection présidentielle, c'est vrai que c'est très important pour un pays, mais ça devrait aussi se faire dans la préservation des vies humaines et aussi dans la quiétude. Et donc, nous, on est déjà sur ce chemin de quiétude-là, ce qui est à féliciter. Malgré les nombreux problèmes, notamment matérialisés par la situation sécuritaire, on sent quand même une certaine euphorie chez les militants qui sont quand même contents de voir et d'entendre leurs candidats leur faire des propositions. Oui, leur faire des propositions, ce sont des moments aussi de sociabilité. Vous voyez, on se rassemble autour de moments joyeux pour célébrer aussi quelque part notre désir de gagner, de vaincre. Mais cette quiétude que l'on remarque dans les meetings et tout, il ne faut pas se leurrer, dans les zones fortement impactées par l'insécurité, ça ne se fait pas comme ça. Justement, il a été question de sécurité pendant les discours. Siaka Koulibaly, on a entendu déjà les premiers discours, les premiers meetings, les premiers discours. Comment est-ce que vous jugez les premiers discours qui sont tenus par les différents candidats? On a entendu Zéphirin Diabré, Kadri Désiré Ouedraogo, on a entendu les responsables du MPP. Dans les discours, qu'est-ce qui peut être ressorti comme colonne vertébrale de ces différents discours? Non, je pense qu'à ce stade, c'est presque difficile à commenter dans la mesure où les choses se passent dans la normalité la plus parfaite. Et que nous sommes au début de l'exercice de la campagne électorale. Ce que les candidats font ici, c'est d'expliciter un peu plus ce qu'ils ont déjà porté dans leur document de programme. En comprenant très bien qu'il n'est pas donné à tout le monde au Burkina Faso de maîtriser un contenu de programme, étant donné la teneur de ces documents qui sont un peu savants. Donc, en s'exprimant au meeting, le candidat explique en termes compréhensibles par tout le monde ce qu'il veut réellement réaliser. Et c'est à ces meetings-là qu'on peut capter les différents éléments d'engagement que les candidats prennent par rapport à leur ambition de devenir président du Faso. On remarque déjà, surtout au niveau de l'UPC, qu'on lance déjà les premiers pics. On a entendu la jeunesse de l'UPC parler d'employabilité. Le président Roch-Marc Christian Kaboré n'aurait pas été à la hauteur des emplois pour les jeunes et le président du parti a parlé d'un plan pour donner de l'emploi aux jeunes et aux femmes en parlant d'industrialisation. Déjà, on voit que les premiers pics sont en train d'être lancés dans un esprit de campagne électorale, bien sûr. C'est pour ça que je disais qu'il était presque difficile de commenter, puisque les choses sont vraiment dans une certaine normalité. Si vous faites le parallèle entre le meeting du parti au pouvoir et ceux de l'opposition, vous verrez que les positions classiques sont respectées. Le pouvoir défend son bilan parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il lui est difficile de s'attaquer à l'autre parce que les autres n'ont pas été à la gestion des affaires. C'est le parti au pouvoir qui doit défendre son bilan, tandis que les autres ont l'avantage, entre griffes, de pouvoir attaquer quelque chose que le parti au pouvoir a mis en œuvre. Et c'est ce que l'on constate comme schéma dans ces premiers meetings qui sont là. Les partis qui ne sont pas de la majorité déploient tout leur savoir-faire pour démontrer que le parti au pouvoir n'a pas été en mesure de satisfaire aux besoins du peuple et qu'eux, ils peuvent le faire.
on a senti que le président de l'UPC s'est adressé, Lionel Bugeaud, beaucoup plus à la jeunesse et aux femmes. Et c'est cette frange de la société qu'on voit normalement beaucoup dans les réunions de campagne, dans les meetings. Et c'est à cette frange de la société qu'on fait aussi beaucoup de promesses. Les promesses commencent encore. Mais il y a aussi les ADN du fichier électoral, là où on retrouve également cette frange de la population en nombre important. Donc c'est tout à fait normal d'aller séduire cette frange active de la population en termes de masse électorale. Effectivement, c'est aussi dans le programme du parti au pouvoir d'accorder une importance à la jeunesse, mais l'UPC a raison justement de souligner quelques imperfections du quinquennat passé pour justement surfer sur ça et gagner les esprits de cette jeunesse et de ces femmes-là. Alors, comme Seka Coulibaly le disait, à quoi est-ce qu'on va assister? C'est-à-dire, est-ce qu'on va assister à un tir groupé des partis de l'opposition sur le parti au pouvoir pour parler des imperfections, comme vous le dites, du quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré et Roch-Marc Christian Kaboré sont partis qui seront amenés tout le temps à se défendre ou bien peut-être aussi à attaquer. Comment est-ce que vous voyez venir les choses? Le tir groupé, c'est une logique de conquête de pouvoir. Ça, c'est sûr qu'aucun opposant ne va aller plébisciter le pouvoir en place. On va toujours mettre en exergue les imperfections, les défauts, les erreurs du pouvoir en place. Et le pouvoir en place va devoir se défendre sur les acquis, sur son bilan, parce que quand même, ils ont eu des réalisations, ils ont eu certes des manquements, mais ils ont eu des réalisations. La posture que le pouvoir devrait avoir, de mon point de vue, c'est aussi, quelque part, expliquer aussi les manquements, les reconnaître d'abord, et puis les expliquer, parce que tout a une cause, une raison, et donc je pense qu'ils vont se défendre. Là, on est vraiment, comme Chaka le dit, à l'entrée, à un démarrage de campagne. Je crois que les jours à venir, effectivement, on va assister à une montée en puissance, justement, de cette joute verbale entre l'opposition, les oppositions, et le pouvoir, et peut-être même entre les oppositions, parce que c'est une conquête de pouvoir. Pour le moment, en tout cas, il y a un pacte qui a été signé pour, si toutefois il y avait un second tour, mais avant ce second tour-là, chaque parti politique est responsable de sa conquête au pouvoir. En tout cas, le parti au pouvoir est déjà titillé en ce qui concerne l'emploi des jeunes. Monsieur Aruna Kaboré, vous qui êtes ministre du Commerce, mais je rappelle que vous êtes là dans le cadre de votre mouvement Roch Label. Vous avez été déjà interpellé par l'UPC disant que vous n'avez pas été, quand je parle de vous, la majorité, vous n'avez pas été à la hauteur de l'employabilité des jeunes. Qu'est-ce que vous avez à dire pour vous défendre? Je voudrais tout simplement saluer ce début de campagne qui se passe très bien. Et nous le devons effectivement donc cette organisation de la campagne au fait que nous avons cru à la démocratie, au fait que la Commission nationale électorale s'est donné tous les moyens pour que les choses fonctionnent normalement pour que nous arrivions à ce jour, mais aussi parce que l'ensemble donc des partis politiques, à travers le dialogue politique qui a eu lieu sous l'égide donc de son Excellence Monsieur le Président du Faso, ont compris où se trouvait l'essentiel et on s'est accordé pour qu'on arrive à là. Et c'est pour cela que je pense avec le pacte qu'ils ont signé, ou je l'ai dit, le code de bonne conduite qu'ils ont signé, en tout cas pour qu'on ait des élections libres et apaisées, chacun donc se donnera donc les moyens pour présenter son programme qui, en ce qui concerne donc nous qui sommes aujourd'hui à la gestion du pouvoir, présenter le bilan et bien entendu montrer les perspectives. Donc je pense que c'est de bonne guerre que l'opposition appuie donc sur ce qu'il considère comme des insuffisances. Mais je pense qu'il faut noter que malgré le contexte difficile, le programme national de développement économique et social a été certainement donc mis en œuvre. Il existe donc des pans où la totalité donc des engagements qui ont été pris ont été réalisés et il existe en tout cas clairement des endroits où il faudra faire davantage. Je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, l'une des grandes problématiques en tout cas qui se pose dans notre pays, c'est la question donc de l'emploi. La question de l'emploi aujourd'hui qui, pendant de longues années, a un peu laissé donc considérer comme tout le monde devrait trouver donc une solution à travers la fonction publique. Mais vous remarquez avec nous aujourd'hui qu'avec l'état dans lequel on a notre fonction publique, le niveau effectivement donc de la masse salariale, il est clair que de plus en plus, il faudra donner du sens à cette affirmation selon laquelle le secteur privé est le moteur de l'économie, parce que c'est à travers ce niveau-là qu'on crée les emplois. Et vous avez bien remarqué que durant tout ce quinquennat, beaucoup de moyens ont été mis en place pour que le secteur privé puisse jouer ce rôle. C'est à travers donc l'amélioration des cadres de dialogue État-secteur privé. C'est notamment donc l'amélioration du climat des affaires. C'est bien entendu
l'ensemble des réformes qui ont été faites, notamment le coût des investissements pour permettre donc de créer des nouvelles entreprises, pour permettre donc d'encourager la création de l'emploi au début avec des avantages fiscaux. Et c'est bien entendu le fait que nous avons travaillé à protéger les industries qui emploient énormément pour éviter donc que l'import-export vienne les détruire. Donc beaucoup d'actions ont été menées, mais je suis d'accord avec vous qu'il reste encore des choses à faire pour que les jeunes et les femmes puissent avoir donc du boulot. Et je pense que le nouveau programme du président appuie énormément sur ce point-là et nous allons travailler pour continuer à inverser la tendance. Nous allons revenir en détail au cours d'autres émissions qui seront consacrées bien sûr aux différents projets de société. Lionel Bilgo, on va parler du climat même de ce processus électoral. On se rend compte, si on veut comparer avec les pays voisins que sont la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, c'est un processus qui se déroule vraiment relativement bien. Si on devait donner une note, peut-être que moi je vais me mouiller, même on peut donner 10 sur 10. Au processus électoral, il n'y a pas eu d'escarmouche véritable. Tout le monde a joué le jeu démocratique. L'opposition a demandé que la liste électorale soit auditée. Cela a été fait. Moi, je trouve que c'est vraiment exemplaire comme processus électoral et il faut peut-être tirer le chapeau à la Commission électorale nationale indépendante qui a fait un travail formidable. Quand c'est mal fait, nous sommes les premiers à le souligner. Le jour où les choses sont positives, je pense qu'aussi, il faut le dire et bien le dire. Lionel Bilgo, votre avis là-dessus? Oui, moi je crois qu'on a eu un travail formidable qui a été abattu, mais c'est aussi du fait de la vigilance de l'opposition qui n'a pas manqué à chaque fois qu'il fallait le faire, de rappeler le pouvoir en place, de l'inviter en tout cas à créer un cadre de dialogue, d'échange, mais aussi de montrer les pistes pour permettre d'éviter toute ambiance chrysogène qui pourrait venir justement empiéter la bonne marche de ces processus électoraux-là. Donc ce travail a été fait de pair. S'il faut féliciter, il faut féliciter tous les acteurs politiques. Il faut féliciter cet organe également qui est la CENI, qui a fait un travail formidable. Et effectivement, nous sommes arrivés aujourd'hui à démarrer une campagne sans qu'il y ait trop de remous, mais je vous fais noter quand même qu'il y a quelques bémols. Le fait que certains partis d'opposition ne se reconnaissant pas dans le CEFOP est remis en cause en tout cas le code électoral dans sa révision. Donc ça déjà, ça reste un point pendant. C'est minime quand même. Bon, minime pour nous, mais peut-être majeur pour eux, parce qu'ils le revendiquent tout de même. Mais c'est un point pendant qui n'a pas trouvé de solution, mais qui malgré tout, en tout cas, n'empiète pas ou n'empêche pas le démarrage de la campagne, y compris pour ceux qui s'opposaient au niveau du code électoral, parce qu'on sait très bien qu'ils ont démarré, ils se sont préparés pour se lancer dans cette campagne-là. L'autre pendant, Siaka Coulibaly, et c'est un problème sérieux, c'est jusqu'où les partis politiques, les candidats vont pouvoir aller sur le territoire national pour battre campagne. C'est un problème qui se pose. Quand on voit la situation sécuritaire, est-ce qu'il y a des zones interdites aux candidats? Est-ce que les candidats vont respecter ces interdictions? Comment est-ce que va se faire la protection des candidats? Quand on voit ce qui s'est passé au Mali avec le kidnapping de Soumaïla Cissé et tout le corollaire qui a suivi, on se demande bien comment est-ce que tout cela va finir au niveau du Burkina Faso. Votre analyse? Quand vous attribuez la note de 10 sur 10, c'est à cela que je pensais plutôt. Parce que si l'on dit que nous n'avons pas 10 sur 10, cela ne signifie pas que c'est la faute précisément à telle ou telle personne. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on ne peut pas organiser les élections sur l'ensemble du territoire et qu'un accord de principe a été acquis par la classe politique, à savoir qu'on organisera les élections là où c'est possible de le faire de façon sécurisée. Donc, cela déjà vient quelque peu atténuer cet effet de maîtrise totale du processus électoral. Il y a des partis comme ça que nous sommes dans l'obligation de considérer que, vous avez vu qu'au meeting de Kadri Désiré Ouédraogo, en même temps, le journaliste a relevé qu'il y a une concentration de la population de toute la région à ce niveau-là. Donc Kaya et Kongoussi cumulent l'ensemble de la population. Peut-être que certains ont continué jusqu'à Ouagadougou ou un peu plus loin, mais vous aurez une concentration de la population électorale, en tout cas à ces deux principaux centres de la région. Donc c'est un fait qu'il faut prendre en considération. Et l'essentiel, je pense, pourra être fait aussi de ce côté pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'escarmouches pendant les élections et que les événements extrêmes dont vous parlez, à savoir l'enlèvement
Soumaïla Cissé ne se reproduise pas ici et qu'on puisse au moins tenir le scrutin là où c'est possible, au moins dans les grandes villes, Dori, Djibo, Kongoussi, Kaya, Fada, etc. Pour qu'on ait au moins les résultats, puisque le code électoral s'est déjà mis à jour pour prendre en compte cette situation-là. Cela dit, nous sommes vraiment très curieux de savoir comment les populations de ces zones pratiquement qui ne sont pas sous contrôle du gouvernement burkinabé, comment les populations de ces zones-là vont vivre la campagne électorale. Est-ce qu'elles vont se sentir abandonnées? Nous ferons l'effort de leur donner la parole pour les entendre, pour les écouter et puis voir comment les différents candidats comptent régler cette situation. En tout cas, la campagne, elle est lancée et comme je vous le disais, dans un climat vraiment apaisé. Il en a été question tout au long de la semaine et c'est le moment de commencer notre rubrique Retour sur Actu. Une campagne électorale, un processus électoral donc apaisé avec à la cheville ouvrière la CENI, la Commission électorale nationale indépendante à la veille de la campagne électorale. Donc le président de la CENI s'est adressé aux candidats, à leurs militants et aux partis politiques. Newton Ahmed Barry appelle au sens de la responsabilité pour un processus électoral vraiment apaisé. On écoute le président de la CENI. Chers compatriotes, à présent, je voudrais m'adresser spécifiquement aux candidats, ceux qui briguent la fonction du président du Faso et ceux qui aspirent à être députés à l'Assemblée nationale. Je voudrais, au nom de la CENI, vous adresser mes vives félicitations pour avoir réussi la validation de vos candidatures, d'abord au niveau de la CENI et ensuite devant le Conseil constitutionnel. Cette étape franchie, vous allez aborder dans quelques heures l'étape de la campagne politique. Permettez-moi de vous rappeler quelques dispositions de la loi qui encadrent la campagne politique. Article 68 quater du Code électoral interdit l'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'État, comme ceux d'une personne morale publique, d'une institution ou d'un organisme public, notamment une société, un office, un projet de l'État et une institution internationale à des fins électoralistes. Article 71 du même code, il est formellement interdit à tout candidat ou militant de parti ou formation politique d'user de la diffamation, d'injures ou de tout acte de provocation pouvant entacher la moralité et la sérénité de la campagne électorale. Sur cette dernière disposition plus spécifiquement, nous devons veiller à maintenir le climat de sérénité, de concertation et de consensus national qui entoure ce processus depuis son début en juillet 2019. Il ne s'agit pas de se comparer au pire, mais de reconnaître et de nous féliciter du bon climat dans lequel, ensemble, nous sommes en train d'aller à ces élections générales. Que Dieu, dans sa miséricorde infinie, couvre de sa bienveillante protection cette campagne électorale. Que rien n'arrive à personne, ni aux candidats, ni aux observateurs, ni à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. À ce propos, justement, le comité de sécurisation de la campagne et des élections, sous l'autorité du président de la CENI, a rencontré les candidats et les partis politiques pour leur exposer le plan de sécurisation de la campagne qui commence au petit matin de ce 31 octobre. Dieu bénisse et couvre de sa protection la campagne électorale qui commence. Dieu bénisse le Burkina Faso, notre chère patrie. Bonne campagne à tous. La campagne électorale, c'est également et parfois aussi des états d'âme et des règlements de compte. Ils ont
démissionné de l'UPC avec fracas. Nathanaël Ouedraogo, le Pouénaba et plusieurs autres désormais ex-membres du parti du Lion ont créé le MODEM, le mouvement démocrate qu'ils ont présenté au cours d'un rassemblement où des flèches ont été décrochées envers leur ancienne famille politique. Luc Pabelgem pour le compte rendu. À peine avoir quitté la tanière qu'ils sont aussitôt en mouvement, Nathanaël Ouedraogo, le Pouénaba et d'anciennes figures emblématiques de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, lance aujourd'hui le MODEM, le mouvement démocrate du Burkina Faso. Sur les motivations de création de ce mouvement, il ne faut pas chercher loin. La gestion solitaire et cavalière, disons la dictature, a contraint 13 députés à refuser la dictature qu'on leur imposait. Aujourd'hui, c'est au total 16, je dis bien 16 députés qui ont quitté l'UPC. Cela démontre qu'une seule personne ne peut pas avoir raison sur tout le monde. Aujourd'hui, c'est nous qui avons quitté. C'est nous qui sommes là, dans cette salle. Parlant de l'exemple de démocratie, je vais vous citer un seul exemple. On a dit que nous avons été battus à des élections pour désigner les candidats. Pour le Kadiogo, ça s'est passé dans cette même salle. Et je voudrais vous dire qu'il n'y a jamais eu d'élection entre Youssouf et moi. J'ai laissé et je continue de tout mon cœur à laisser la tête de liste de l'UPC Kadiogo à mon petit frère Youssouf. Je vous demande de l'applaudir. À entendre les derniers frondeurs de l'UPC, ils en ont encore gros sur le cœur. Les fondateurs du MODEM prédisent même d'autres départs de l'ancienne maison commune. L'avènement du mouvement démocrate ne serait que l'aboutissement d'une résistance qui couvait depuis longtemps à l'interne. On vient dans un parti politique librement et on le quitte librement. Malheureusement, à l'UPC, quand vous sortez de l'UPC, vous sortez avec des injures, vous sortez avec des insultes. Vous sortez avec des menaces, vous sortez avec des calomnies, vous sortez avec la haine parce qu'ils ne sont pas tolérants. Mais du haut de cette tribune, j'aimerais demander au président Zéphirin lui-même de demander à tous ceux qui sont en train d'insulter les démissionnaires d'arrêter les insultes. Le MODEM lance ses activités à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale présidentielle législative. Pour les consignes de vote à donner aux militants et sympathisants, ce sera après avoir parcouru tous les projets de société des candidats. La création de MODEM BF procède de notre volonté assumée de participer à la recherche de solutions aux problèmes de l'heure et peut constituer une voie idéale. Cette recherche de la voie idéale n'est pas à assimiler avec une volonté manifeste ou latente de procéder à une uniformisation fade et statique des idées et des expressions libres pour en faire une démocratie de façade. Non. Il y a un MODEM en France, un MODEM au Niger. Celui du Burkina Faso n'est qu'un mouvement politique pour l'instant et non un parti politique. Une mutation en parti politique dans les prochains jours n'est pas exclue. Pour l'heure, Nathanaël Ouedraogo et ses camarades appellent les militants à rester mobilisés. Voilà, retour sur ce plateau. Lionel Bilgo, c'est vrai que la politique est une discipline qui réserve des surprises parfois, mais là, quand même, le timing d'abord de ses démissions, puis du mouvement qu'il crée, et puis de ses règlements de compte, ça en dit long quand même de l'atmosphère, du climat au sein de l'UPC. Est-ce que à travers ce discours-là, on peut imaginer un peu ce qui se passe à l'intérieur de ce parti? Oh, ce n'est pas nouveau sur le ciel du Burkina. Moi, je ne suis pas du tout étonné. Mais c'est vrai que depuis un bout de temps, depuis quelques années quand même, il y a comme un ciel très orageux au sein de l'UPC qui n'a pas fini en tout cas de pleuvoir sur ce parti. Et là, avec ces démissions-là, on peut imaginer que le président Zéphirin Diabré n'a pas pu en tout cas colmater la brèche ou n'a pas su ou pu rassembler
ou que ces démissionnaires étaient déjà déterminés avec un plan A, B, C jusqu'à Z peut-être. On n'a pas encore fini de voir, hein, on verra dans les jours à venir avec leur choix du candidat, comme ils l'ont dit. On verra jusqu'où cela peut aller. Mais c'est tout à fait normal, on est vraiment dans la politique et ça, c'est vraiment de la politique. Est-ce qu'on peut le considérer, ce moment au sein de l'UPC, comme une orchestration peut-être d'une autre formation politique en vue de déstabiliser son adversaire? Tout est possible. Et si c'est le cas, bravo à ce parti qui est arrivé justement à déstabiliser l'UPC. Bravo dans le bon sens du terme, hein, dans le sens du jeu politique. Et c'est normal. Chaque parti politique devrait avoir ce genre de stratégie-là pour justement renforcer ses rangs, affaiblir l'adversaire. On se le dit bien, le jeu politique est un jeu de contre-pouvoir et de pouvoir. Et donc là, ça se joue clairement dans ce sens-là. Seka Coulibaly, la saignée quand même de ces grandes pontes, ces grandes figures de l'UPC qui claquent la porte et qui vont comme ça avec beaucoup de bruit et beaucoup de discours derrière. C'est vrai qu'on est en politique, mais ça donne le sentiment quand même de ce qu'on appelle peut-être le manque de loyauté. C'est important dans la vie aussi, la loyauté. Pour revenir au timing, moi je crois qu'on a bien suivi le déroulé des événements. C'est la désignation des candidatures aux législatives qui ont entraîné les départs. Donc même si d'autres partis ourdissaient dans l'ombre pour essayer de déstabiliser l'UPC, si ces personnalités avaient été maintenues comme candidats aux législatives, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le MODEM. Vous êtes en train de dire peut-être que Zéphirin Diabré et l'UPC ont prêté le flanc? Non, pas du tout. Je veux dire, ce sont des accidents du parcours normal. D'un parcours normal, pour la simple raison que, comme cela a été expliqué, la désignation des candidats a donné lieu à des joutes à l'intérieur du parti qui ont créé des mécontentements. Et ce sont ces mécontentements qui se sont cristallisés sous la forme d'un nouveau parti politique qui s'exprime d'une façon tout à fait normale aussi. Il faut l'accepter. Je ne considère pas ça non plus comme une saignée. Contrairement à beaucoup, je reste sur la même approche que quand on parlait de la crise. C'est qu'à Coulibaly, 16 députés quand même. Comme la crise on n'est pas loin de la saignée tout de même. Au CDP, on voit toujours des remous au sein de la direction du parti, mais on n'entend pas parler de démission d'une section du parti. Ce n'est pas la section du CADEO qui démissionne. Le parti a quand même des figures. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Il y aurait eu problème, secousse, si une section entière démissionne du parti. Parce que là, c'est tout le fondement qui partait. Mais quand c'est au sommet du parti, vous vous rendez compte que c'est vite remplacé et généralement les gens continuent. Il y a toujours d'autres qui attendent, disons même, derrière la porte. Dès que le responsable est parti, on met quelqu'un d'autre et puis, en quelque sorte, ça continue. Donc, je ne dis pas que les départs ne créent pas de problèmes à l'UPC, pour la simple raison que sur le plan de l'image, sur le plan même de la mobilisation, mais c'est clair que les démissions vont avoir un impact, c'est clair. Mais on ne peut pas les calculer autant que s'il y avait eu une fracture du parti avec une scission où des sections seraient parties, quoi. C'est ce que je veux dire. Alors, on va rester toujours en politique, mais parti maintenant du côté de la Côte d'Ivoire, où les résultats de la présidentielle d'hier ont commencé à tomber. Les Ivoiriens, vous le savez, ont voté ce 31 octobre dans un climat très, très tendu. Beaucoup de cas de violence ont été enregistrés. Face à face, la candidature controversée d'Alassane Ouattara et l'opposition qui a lancé une opération de désobéissance civile. Hier, le chef de l'État sortant a appelé au calme après avoir voté. Jour de vote tendu en Côte d'Ivoire malgré l'appel au calme d'Alassane Ouattara. Brigand, troisième mandat controversé après le décès en juillet de son dauphin, l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le chef de l'État a voté à 11h30 dans le quartier de Cocody, à Abidjan. Plus de 7,5 millions d'Ivoiriens sont appelés aux urnes lors de ce scrutin présidentiel. Je demande à tous mes concitoyens, épris de paix et
de patriotisme, d'aller voter. C'est un jour important pour la démocratie. La démocratie ne peut pas souffrir de changement de texte par rapport à l'évolution de la situation. Le président sortant a appelé à mettre fin à la désobéissance civile alors que des incidents ont eu lieu dans certaines régions du pays. Qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Ce sont des actes criminels et nous souhaitons que tout ça puisse s'arrêter pour que, après l'élection, le pays continue le progrès qu'il a connu au cours des 9 dernières années. Quelques 35 000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés pour assurer la sécurité des bureaux de vote qui devront fermer à 18 h. Alors, Siaka Coulibaly, vous savez que ce qui se passe en Côte d'Ivoire intéresse énormément le Burkina Faso. Il y a une très forte communauté burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire et quand la Côte d'Ivoire est en train de tanguer, et ça fait quand même réfléchir. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on ne comprend toujours pas aujourd'hui. La situation est tendue, on ne sait pas ce qui se passe. Comment est-ce que vous appréhendez l'après-vote d'hier en Côte d'Ivoire? Je crois que ce qu'on peut présager était assez prévisible. On savait quand même que l'élection, au niveau des préparations où elle était, allait se dérouler, malgré la forte opposition qui a été constatée, qui ne fait que se renforcer, avec l'arrivée d'autres grosses pointures comme Tcham. Malgré cette opposition, malgré la désobéissance civile, malgré le boycott, l'élection s'est déroulée, des résultats seront proclamés. Et comme tout le monde le sait, est-ce que cette élection est porteuse de paix et de stabilité? C'est la grande question en fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Absolument. Et c'est sur cela qu'on se penche pour voir, est-ce qu'à l'issue de l'élection, avec un pouvoir nouveau renouvelé, un nouveau mandat, quelle sera la marge de manœuvre de ceux qui œuvrent à la paix? Je veux parler de la communauté internationale. Quelle est leur marge de manœuvre à ramener les protagonistes sur la table du dialogue? Ça, c'est une grande question. Et je ne vois pas, en fait, en quoi la communauté internationale, à commencer par la plus immédiate, la CEDEAO, quels sont les outils dont ils disposent en réalité. Depuis un moment, la CEDEAO, pardon de vous interrompre, la CEDEAO, elle échoue partout. Elle a échoué au Mali, en Guinée, elle a échoué. Oui. Partout où elle passe, elle échoue, hein, la CEDEAO. On ne peut pas conclure de cette façon, dans la mesure où c'est l'institution qui est prévue pour ça. Oui, mais ça n'avance pas. Donc, on n'a pas le choix. Il faut bien recourir à la CEDEAO. Oui, mais il n'y a pas de résultats probants. Non, il faut l'obliger à assumer sa fonction. Quel que soit le résultat que la CEDEAO a obtenu en Guinée, on l'a vu, quelle que soit la gestion de la crise au Mali, quel que soit ce que la CEDEAO a déjà fait en Côte d'Ivoire, on est bien obligé de faire recours à la CEDEAO. D'ailleurs... Siaka Coulibaly, pardon de vous interrompre encore, mais vous savez que la CEDEAO est un machin, pardonnez d'utiliser cette expression, qui soutient chaque fois les chefs d'État en poste. La CEDEAO n'a jamais désavoué un chef d'État en poste. Oui. Même très souvent contre la grande communauté de la population. La grande communauté internationale, je vais parler des Nations Unies et de l'Union européenne, envoie la CEDEAO en tête des missions de prévention des conflits. Donc, on ne peut pas balayer comme ça la CEDEAO. Je comprends très bien la préoccupation que vous évoquez, qui est celle de beaucoup d'Africains de l'Ouest notamment, qui dit que la CEDEAO aussi, c'est un syndicat de chefs d'État qui ne défend que ses membres. Mais ici, au-delà de la CEDEAO, qu'est-ce que vous pouvez faire en plus en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas aussi allègrement laisser les choses aller dans le sens que certains veulent, à savoir une confrontation directe, armée. Parce que c'est de ça que les gens parlent aujourd'hui. Le risque est grand. Hein? Voilà, le risque est énorme. Et vous avez évoqué l'intérêt que les Burkinabés ont, parce que la Côte d'Ivoire ne s'embrasse jamais. Absolument. Donc, tous autant que nous sommes ici, nous avons des intérêts humains en Côte d'Ivoire. Nous ne voudrons pas voir ces pays s'embraser. Heureusement d'ailleurs que je crois l'opposition a un peu bien compris cet enjeu en veillant à ce que les dérives communautaristes ne débordent pas sur l'enjeu politique. Et c'est bien l'enjeu politique qui est visé. Ce sont les militants du RHDP qui sont généralement pris à partie. Ce sont les organisateurs des élections
ceux qui transportent les urnes qu'on arrête, que parfois, si la foule arrive, elle prend les urnes et déchire les... Donc, cette dimension conflictuelle intercommunautaire, jusqu'à présent, je pense qu'elle est assez bien maîtrisée. Oui, mais il faut s'en féliciter. Oui, mais la frontière n'est pas assez étanche parce que là, on a entendu dans certaines villes comme Yamoussoukro, Daoukro, où on a entendu des affrontements entre Baoulé et Dioula, et ce discours-là, il est très malsain. Et comme vous le dites, les acteurs politiques essayent tant bien que mal de faire en sorte que la situation ne déborde pas dans ce sens-là. Aouna Kaboré, je reviens vers vous parlant de la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes dans le gouvernement, c'est de votre responsabilité en tant que gouvernement de savoir comment va cette communauté dans ce climat tendu, comment les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire vivent cette situation, quelles sont les mesures qui ont été prises pour leur protection, qu'est-ce que vous leur dites, quelles sont les mesures, et qu'est-ce que vous dites aux Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Je voudrais souhaiter que la paix règne en Côte d'Ivoire, qu'il y ait la concorde nationale et que le dialogue reviennent davantage pour que ce soit par cette voie que les Ivoiriens puissent sortir par le haut. En ce qui concerne la communauté, je pense que notre représentation diplomatique là-bas, sur la base donc, des orientations qui ont été données, a fait un travail énorme de sensibilisation avec les acteurs de la société civile pour que les Burkinabés puissent continuer donc, à vivre en paix en Côte d'Ivoire, à mener leurs activités économiques et sociales et à respecter toutes les règles et les textes donc, de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'à l'instar de toutes les communautés qui vivent en Côte d'Ivoire, notre communauté s'est très bien comportée durant cette période. Et je pense que au-delà donc de cela, nous avons des instruments qui ont servi effectivement donc à cimenter cette amitié, notamment donc le TAC, le traité d'amitié et de coopération. Ces dernières années ont été, il y a eu beaucoup de rencontres donc, au plus haut niveau et qui a permis donc de travailler sur ces différents axes. Et comme vous le savez, ce n'est pas juste à la veille donc, de ce genre de choses-là qu'on règle les problèmes. C'est la manière donc, de travailler pendant des mois, des années avant, qu'on arrive donc à montrer que nous sommes des peuples frères et que nous devons continuer à travailler ensemble. J'aime bien cette formule où on dit que Abidjan, c'est l'autre nom de Ouagadougou et Ouagadougou, c'est l'autre nom d'Abidjan. Ce sont les deux faces de la même pièce. Il faut donc continuer à travailler, à faire en sorte que, comme l'a dit Siaka Koulibaly, que le dialogue, et rien que le dialogue, effectivement, donc, puisse prendre le dessus pour que la Côte d'Ivoire, qui est un grand pays dans l'espace UEMOA, sur le plan économique, au niveau de la CEDEAO, qui tire en tout cas l'UEMOA, c'est quand même à peu près 40% du produit intérieur brut, puisse en tout cas être un pays qui continue de respirer et d'être une plaque tournante donc, au niveau de la sous-région. Dans ce climat de suspicion qu'il y a en Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup de risques d'amalgame, est-ce que l'État burkinabé a donné des consignes particulières aux ressortissants burkinabés vivant en Côte d'Ivoire? Depuis le ministère donc, en charge donc, des Burkinabés de l'étranger, je ne pense pas que c'est uniquement par rapport à l'élection. Un travail a été toujours fait pour que là où les Burkinabés résident, qu'ils se comportent effectivement donc, correctement, parce qu'ils participent au développement de notre pays. Vous savez, la diaspora aujourd'hui, c'est essentiel. Et lorsque son Excellence, le président du FASO, fait les tournées dans l'ensemble donc, des pays, il rencontre donc la communauté. Lorsque nous avons l'occasion donc, de mener donc, des actions dans le pays, on rencontre les communautés partout où elles sont. Donc, c'est une politique globale qui invite nos populations à rester travailleuses là où elles sont, à s'impliquer, à respecter l'ensemble des textes des différents pays et à travailler pour participer au développement de notre pays, tout en passant, les derniers chiffres de la Banque mondiale montrent clairement que les transferts donc, de fonds vers le Burkina Faso de la diaspora, c'est à peu près 270 milliards de francs CFA. Donc nous avons une communauté active et un peu partout, y compris en Côte d'Ivoire. Donc je dis, ce n'est pas des actions ou des orientations, je vais dire ponctuelles, parce qu'il y a une situation. Non, chaque jour que Dieu fait, la politique, en tout cas, destinée à la diaspora, consiste donc à travailler à elle, à ce que soit bien installée dans les pays où elle se trouve, mais aussi à contribuer au développement de notre pays. Alors, Lionel Bilgo, le vote a eu lieu, la présidentielle. L'opposition a appelé à la désobéissance civile. La majorité, c'est-à-dire le RHDP, le parti au pouvoir, a demandé que le vote ait lieu. Le vote a eu lieu. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a
un vainqueur qui a réussi son coup, l'opposition avec la désobéissance civile et ce qu'on a vu, ou bien est-ce que c'est la majorité qui s'en sort, qui sort la tête de l'eau? Non, dans cette situation, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a que des perdants parce que dans une situation de crise pareille, c'est toute la Côte d'Ivoire qui perd et toute l'Afrique de l'Ouest aussi qui perd, parce que si ça tangue du côté de la Côte d'Ivoire, ça va forcément avoir des impacts dans nos pays respectifs. Donc il n'y a pas forcément de vainqueur, moi je dirais qu'il n'y a que des perdants. Il y a des gens qui n'ont pas su s'asseoir à un moment donné, régler les problèmes à tête reposée pour éviter justement un certain nombre de crises. Et donc, le temps étant écoulé, ils vont se retrouver encore certainement pour trouver la meilleure formule. Je vous rappelle que dès aujourd'hui, l'opposition déjà avait fait un discours à travers son porte-parole Pascal Affi-N'Guessan en disant tout simplement qu'il ne reconnaissait pas le président Alassane Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire et que son mandat était expiré depuis hier. Et ils appelaient d'ailleurs à la mise en place d'une transition. Donc, vous voyez dans quel type de format s'engage la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ouais, nous allons revenir au Burkina Faso pour parler cette fois-ci de commémoration, celle du 6e anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Un hommage a été rendu aux victimes de ces heures chaudes de l'histoire récente du Burkina Faso. Mais comme à l'accoutumée et à chaque commémoration, la sempiternelle question de la prise en charge des blessés et l'assistance des familles des victimes refait surface. L'État est accusé d'avoir démissionné de ses responsabilités. Rémi Lambert-Nébier. La présence du chef du gouvernement et de quelques ministres pour signifier l'importance accordée par l'État burkinabé à ce devoir de mémoire pour les martyrs des événements des 30 et 31 octobre 2014. C'est aussi le moment de leur dire que la nation tout entière est reconnaissante du sacrifice suprême qu'ils ont consenti pour une cause juste. C'est également le lieu de renouveler le réconfort du président du Faso, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, et le gouvernement envers les familles endeuillées, mais aussi envers ceux qui portent les stigmates de cette lutte. C'est pourquoi je voudrais, au nom du président du Faso, saluer la mémoire des disparus et souhaiter meilleure santé aux blessés. À nous qui sommes encore sur le front de la lutte, ce lieu doit nous rappeler que nous avons encore des combats et des victoires à remporter. Nous devons donc travailler à l'édification d'un état de droit démocratique, objectif final du combat mené par nos frères et nos sœurs tombés en octobre 2014 et en septembre 2015. Un devoir de reconnaissance accompli selon le gouvernement. Mais pour les blessés et ayant droit des victimes, il faut bien plus. 6 ans après, ils disent ressentir de plus en plus un sentiment d'ingratitude de la part de la nation. Le fait qu'on ait payé le lourd prix, que certains meurent et que nous sommes malades et vivants et témoins de tout ce qui s'est passé, j'estime que quand même, nous ne devons pas prendre tout ce qui arrange pécuniairement certaines personnes, mais qu'on voit l'essentiel. Peut-être parce que le président de la République lui-même, il n'a pas la bonne information qu'on lui donne, parce qu'il a confié les dossiers à des gens qui non seulement jouent contre lui. La gestion du dossier par la ministre en charge de la solidarité nationale est particulièrement critiquée. Elle a mal géré nos dossiers, mais je pense que nous allons aller là-bas, prendre nos dossiers, aller remettre à Roch-Marc Kaboré, qui l'avait recommandé de faire le travail. Une partie de nos enfants dort à la maison et partent plus à l'école. Et on vient pour célébrer leur 6e anniversaire. Je ne trouve pas ça juste. Chacun doit faire son travail. Mais elle laisse nos enfants qui dorment à la maison, qui ne vont pas à l'école, par faute de paiement des frais de scolarité. Et après ça, elle va dans la rue ramasser des milliers d'enfants pour les aider. Ça, les enfants des martyrs ne sont pas des enfants. Outre les blessés de l'insurrection populaire, 19 autres blessés suite au coup d'État manqué de septembre 2015 sont toujours dans l'attente de soins selon leur association. À cela s'ajoute la question de l'indemnisation des victimes de ces deux événements qui n'a pas encore connu de suite favorable. Aouda Kaboré, le chef de l'État est ici directement interpellé. Est-ce que cette situation est à mettre au compte du quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré? L'insurrection populaire du 30 et 31 octobre a été un moment démocratique très important. Et en cela, ça a permis d'ouvrir la voie à l'alternance et certainement donc à des réformes nouvelles pour repositionner notre État sur la voie donc de la démocratie et bien entendu
pouvoir jouir donc davantage donc de liberté. Et malheureusement, au cours donc, des événements de 30 et 31 et aussi donc, de la résistance au putsch, il y a eu des pertes en vie humaine, il y a eu énormément donc, de blessés. Et il revenait donc à l'État de travailler, à panser les plaies, à faire en sorte qu'il y ait une prise en charge des enfants laissés par, je vais dire, ceux qui sont tombés sur le champ de la bataille. Et énormément donc, des actions ont été menées dans ce sens. Et quand j'écoute aujourd'hui les différentes associations qui estiment effectivement qu'il y a des choses qui restent à faire, je pense que nous devrons regarder encore davantage de plus près pour regarder tout ce qui peut être fait, hein, en plus de ce qui a été fait, pour continuer donc à améliorer le quotidien des enfants qui ont été, je vais dire, qui ont perdu leurs parents. Et à chaque fois que les gens se plaignent, son Excellence Monsieur le Président du PASO souhaite effectivement donc, que nous puissions aller à la source, dialoguer, discuter, pour continuer donc à traiter, à régler les choses. Donc je pense que leurs préoccupations vont certainement être prises en charge. Ils vont certainement donc écouter, reçus, et nous allons regarder s'il y a des choses davantage à faire. Certainement que c'est un sujet qui va revenir sur la table au cours de la campagne présidentielle qui a commencé. Une campagne présidentielle dans laquelle vous êtes personnellement engagé avec la création d'un mouvement, c'est ça, Rock Label, un mouvement, on se souvient, qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est quoi Rock Label? Un mouvement, une association? Votre rôle, c'est quoi autour du chef de l'État, dans la sphère de soutien au chef de l'État? C'est un club de soutien, une association de soutien, c'est quoi? Alors, Rock Label est un mouvement qui regroupe des intellectuels, des progressistes, des hommes de culture, des acteurs du privé, des artistes, des agriculteurs, toutes les catégories sociales, toutes les couches d'acteurs qui ont vu effectivement donc au travail qui a été effectué par son Excellence Monsieur le Président du FASO. Nous avons pensé qu'un travail a été fait et il est de qualité malgré le fait qu'il existe des insuffisances. Et nous avons pensé effectivement donc que par rapport donc au prochain quinquennat, il existait là une fenêtre de faire en sorte que davantage de préoccupations soient prises en compte, davantage donc d'aspirations du peuple soient prises en compte, et que les voies qui ont été choisies, notamment donc la transformation de notre pays à travers donc des réformes majeures, puissent en tout cas être davantage développées. Et nous avons résumé tout ceci autour donc de deux piliers, notamment donc la cohésion sociale et le développement. Et nous avons pensé aujourd'hui que ce contenu que nous travaillons à faire en sorte à remonter pour que ce soit pris en compte, et nous pensons que ça a été pris en compte, est un contenu qui peut permettre donc de tirer le Burkina vers le haut. Et nous avons décidé qu'au lieu individuellement d'aller dans les urnes et chacun mettre son bulletin, il était bon qu'à partir du moment où nous sommes convaincus que nous nous organisions un mouvement ponctuel pour parler à d'autres personnes, à d'autres Burkinabés, pour leur dire qu'est-ce qui a été fait à travers un film documentaire de 26 minutes et que nous avons diffusé dans les 13 régions de Burkina Faso. En 25 jours, nous avons organisé des grandes activités. Et bien entendu, aujourd'hui, avec 15 000 relais volontaires, nous allons continuer donc à parler de ce bilan et à parler donc du nouveau programme et de ce qui est faisable pour le Burkina Faso autour des questions de cohésion sociale et développement. Voilà, c'était un mouvement qui a été lancé le 30 septembre et c'était un mouvement qui va finir de jouer son rôle historique le 22 et le 23. Rock Label, c'est de l'histoire. Voilà, il y a quand même une contradiction dans votre discours et le caractère que vous donnez à votre mouvement. Vous dites que votre mouvement, The Rock Label, n'a pas de parti pris et en même temps, vous soutenez le chef de l'État. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Nous n'avons jamais dit que notre mouvement n'a pas de parti pris. Je ne sais pas où est-ce que ça a été dit. Nous avons présenté notre document et d'aucun discours nulle part on l'a dit cela. Nous avons décidé... Oui, ça ne veut pas dire que vous n'êtes parti pris. Quand on dit qu'on est partisan, ça veut dire aujourd'hui qu'on n'appartient pas à un parti politique. Ça veut dire qu'on n'est pas effectivement militant de parti politique. C'est exactement la bonne définition. Donc, je vais vous dire aujourd'hui que nous avons fait un choix et c'est clairement écrit dans notre document. C'est-à-dire faire en sorte qu'au soir du 22 novembre, le président Roch Marc Christian Kabore soit plébiscité, qu'il puisse remballer. Donc, vous ne soutenez aucun parti politique? Vous ne soutenez pas le MPP?
L'élection présidentielle au Burkina Faso est calquée exactement sur la Ve République, qui veut que ce soit une relation entre un individu et son peuple. Et quand vous regardez le programme du président, c'est bel et bien écrit mon programme 2021-2025. Donc nous nous battons pour que le président du Faso soit réélu au suffrage universel, qu'il puisse en tout cas mettre en œuvre son programme. Et nous pensons que la dimension cohésion sociale et développement est quelque chose d'essentiel. Vous savez que le chef de l'État est porté par un parti politique, le MPP. Son projet de société est porté par un parti MPP. Pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas dans ce grand groupe au lieu de créer un nouveau mouvement? Qu'est-ce que vous cherchez en créant ce mouvement? Je voudrais simplement dire que lorsque vous créez un mouvement, vous ne venez pas en opposition à toutes les forces politiques. Effectivement, vous appartenez à un parti. Quand vous ne venez pas en opposition... Vous affiliez au MPP alors? Bon, vous pouvez effectivement donc les affirmer comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes effectivement donc dans cette qualité donc de liberté où vous dites effectivement ce que vous pensez, et je suis très content que vous le dites. Je veux vous rassurer tout simplement que nous avons beaucoup de respect à tous les partis effectivement donc et nous en avons d'ailleurs le parti principal effectivement donc du chef de l'État, et nous pensons aujourd'hui que de tout temps il a toujours existé effectivement donc la possibilité pour des groupes de s'organiser pour choisir un candidat, puisqu'on le choisit librement. Comme mon cas, j'ai décidé d'aller voter le président. Vous avez décidé de voter le président. Et nous deux, on s'est dit, si on se met ensemble, on pourra convaincre une troisième personne pour aller voter le président. C'est aussi simple que cela. Ça ne va chercher nulle part. Ça veut dire que ça ne se met pas en opposition à d'autres qui sont organisés formellement depuis longtemps et pour toujours. Et c'est pour cela que je vous ai dit, nous sommes sortis officiellement le 30 et le 23, vous n'entendez plus parler de Roch Label. Est-ce que cela vous gêne de dire que vous faites partie du MPP? Ce n'est pas le sujet. Cela ne vous gêne pas? Ce n'est pas le sujet. Alors, puisque le MPP est déjà une grosse machine qui soutient et qui porte le chef de l'État, il aurait été, vous qui êtes membre du gouvernement, d'entrer dans cette machine et de porter le chef de l'État peut-être à la tête du pays le 22 novembre prochain, mais vous décidez de faire cavalier à part. Et ce qui est intéressant dans notre pays, c'est que la démocratie, la liberté offre la possibilité à tous les soutenants donc, de choisir leur candidat et de s'organiser effectivement donc, pour souhaiter qu'il soit élu. Donc ce n'est pas contraire aux règles de la République, ce n'est pas contraire effectivement donc, au texte de notre pays. À partir du moment où moi j'ai toujours fonctionné et mes amis sur les valeurs républicaines, lorsque nous ne sommes pas en porte-à-faux avec les valeurs républicaines, nous ne sommes pas en porte-à-faux avec les règles de la République, il n'y a aucun problème, sauf ceux qui veulent en faire. Parlant de porte-à-faux, est-ce que votre mouvement The Roch Label est en porte-à-faux avec le MPP? Est-ce que notre mouvement est en porte-à-faux avec les règles de la République? Et pas avec les règles de la République, bien sûr. Est-ce que c'est en porte-à-faux avec le MPP? Est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui est contraire aux textes, aux lois de notre pays? Est-ce qu'il est donné la possibilité à 2 ou 3 personnes de s'organiser pour choisir un candidat et de souhaiter qu'il soit élu? Que répondez-vous à ceux qui vous accusent et qui disent que vous n'avez pas le courage d'assumer la responsabilité de votre appartenance à la majorité? Je voudrais tout simplement dire que notre mouvement aujourd'hui, nous sommes concentrés et sur les 3 semaines qui arrivent, nous avons mobilisé 15 000 personnes, 15 000 relais et nous allons faire des campagnes de proximité. À peu près 300 actions sont programmées après les tournées régionales et sur le terrain, c'est des milliers de personnes effectivement donc, qui s'organisent. C'est des centaines donc, de jeunes qui sont organisés comme relais et c'est des activités de présentation donc, du programme de président qui sont dynamisées sur le terrain et nous avons régulièrement des personnes effectivement qui nous rejoignent et nous concentrons notre énergie effectivement pour parler à l'électorat, à tous ceux qui pensent effectivement donc que le programme de président est le meilleur et c'est exactement ça le focus. Nous n'avons pas du tout d'énergie pour faire autre chose et comme je l'ai dit tout simplement aujourd'hui, vous savez, lorsque vous avez une journée de 24 heures, il y a des choses à faire, il faut opter pour les tendances lourdes et ne pas vous occuper donc des fréquences basses. Dernière question, The Roch Label, c'est quand même original? Comment vous l'avez imaginé? C'est une conception, effectivement, donc après un brainstorming. Et nous avons pensé aujourd'hui que la cohésion sociale et le développement sont des choses essentielles. Et nous pensons que le président incarne, je vais dire, les éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour faire la cohésion sociale et le développement. Et nous avons souhaité, effectivement, donc, que le mouvement puisse travailler sur ces préoccupations. Et comme celui que nous soutenons, il s'appelle Roch Christian Kaboré, nous avons souhaité dire tout simplement que Roch, c'est le label de la cohésion sociale et le développement. Parce que c'est un mouvement qui a du contenu. Nous travaillons sur du contenu. C'est exactement ça. Quand vous regardez ceux qui composent le mouvement, les différents segments auxquels ils appartiennent, d'où ils viennent, vous comprenez très bien que ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent, qui savent ce qu'ils font et qui sont énormément organisés pour avancer. Et je peux vous dire
qu'aujourd'hui, le nombre d'actions qui vont être menées sur le terrain par des gens qui n'ont jamais participé à une campagne électorale, c'est énorme et c'est fantastique. Et chaque jour, il y a de l'innovation. Chaque jour, il y a des façons de faire. Chaque jour, il y a des choses chaleureuses qui sont développées. Il y a une ambiance générale qui est entraînée. Et nous voulons nous inscrire dans la dynamique souhaitée par la CENI, par les forces politiques dans notre pays, pour que ce soit une campagne apaisée, que chacun puisse choisir son candidat. Et nous avons fait le nôtre. Bonne chance donc à vous et à votre mouvement. Un mouvement, vous l'avez dit ce soir, qui a une durée de vie bien déterminée. Complètement. Après le 23 novembre, ça n'existe plus. C'est un outil de campagne de personnes regroupées et qui partagent la même façon et qui partagent effectivement un choix de candidat. Il est né, il a été lancé officiellement le 30. Il va jouer son rôle historique et à partir du 23, vous n'entendez plus parler de nous. Chacun retourne là où il est, il s'occupe de ses affaires. Voilà, vous n'êtes pas dans les histoires des doctrines, vous soutenez la personne de Roch Marc Christian Kaboré. Merci, M. Aouna Kaboré, merci d'être venu partager avec nous les convictions de votre mouvement. Et puis, qui sait, peut-être que d'ici le 23 novembre, les choses peuvent changer parce que parfois les politiciens, ça change, ça peut devenir parti politique. Je ne le dis pas, mais bon, on ne sait pas, on va voir venir. Merci d'être venu. Lionel Burgot, merci d'être venu sur ce plateau, nous apporter vos analyses. Deux autres invités vont nous rejoindre. Vous vouliez ajouter quelque chose pour terminer? Non, je voudrais vous remercier en tout cas parce que depuis un bout de temps, c'est l'occasion de saluer les performances donc, de BF1, merci, qui est une chaîne qui est beaucoup suivie, qui a beaucoup d'audience et qui diversifie ses programmes. Je pense qu'on le doit au top management, notamment donc, au directeur M. Sarré. C'est l'occasion de lui faire un clin d'œil. Et je suis aussi l'ensemble des débats, la pertinence de ce qui s'est fait ici. Siaka Koulibaly, que je connais depuis longtemps sur les plateaux, Bilgo, que je ne connais pas très longtemps, mais qui de plus en plus aujourd'hui fait partie donc, des acteurs majeurs qui discutent et qui parlent. Donc on a du plaisir donc, de regarder et surtout d'avoir de la contradiction sur ce que vous faites, ce que vous pensez effectivement donc, être des certitudes. Quand vous avez l'occasion de voir d'autres personnes qui vous disent non, ce n'est pas forcément cela, ça vous permet de vous remettre en cause chaque jour et de travailler à nettoyer vos aspérités, de vous améliorer. Je pense que vos présentateurs nous permettent de faire cela et je voudrais saluer cela avant de partir. Merci beaucoup pour votre amabilité. Nous allons faire encore de plus en plus d'efforts pour être à la hauteur des exigences que nous demandent nos téléspectateurs, toutes tendances confondues. Merci bien, M. Aouna Kaboré. Merci, Lionel Burgot. Vous allez laisser vos places à deux nouveaux invités qui vont nous rejoindre, Oula Emmanuel Traoré et puis notre consultant fiscaliste Tidiane Kaboré qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Siaka Koulibaly, en attendant que nos deux derniers invités nous rejoignent, on va revenir sur ces mouvements justement qui se créent, qui soutiennent des personnes, des partis politiques. Ce sont des choses qui reviennent régulièrement. Quel est votre regard sur cette situation? Non, ce que je peux dire, c'est que dans l'absolu, il n'y a pas vraiment de problème à ce que des mouvements se créent pour soutenir un candidat, étant donné que dans notre système électoral, la candidature est individuelle. Mais elle peut faire l'objet de soutien de la part des partis politiques qui adoubent certaines candidatures. Donc, c'est ce que nous voyons. Donc, M. Kaboré Roch est candidat, il reçoit l'appui du MPP, il reçoit l'appui d'autres partis politiques de la mouvance présidentielle. Il reçoit aussi l'appui de personnes qui ne sont pas de la classe politique. Ce qui peut être relevé ici, dans le cas que vous avez discuté avec M. Kaboré, c'est que la logique de notre Constitution, c'est que le Premier ministre et le gouvernement sont issus de la majorité au Parlement. Ce qui signifie que le fait d'avoir des ministres ou des personnalités de premier plan qui ne soient pas soutenus par le parti au pouvoir, mais qui jouent un rôle de ce niveau-là, est un problème par rapport à cette Constitution-là. Et ça peut ressortir pendant la campagne électorale, mais ce n'est pas interdit que des personnes qui ne sont pas membres du parti au pouvoir soient au gouvernement, mais dans les conséquences, ça peut avoir des effets. Voilà, comme je vous le disais, nos deux derniers invités de ce soir viennent de nous rejoindre. Oula Emmanuel Traoré, il est auteur du livre « Confession d'un maire d'une commune rurale d'Afrique », un livre qui a été dédicacé en début de semaine. On regarde et puis après on revient pour discuter.
Confession d'un maire de la commune rurale d'Afrique. C'est le titre de cet ouvrage d'environ 300 pages écrit par Oula Emmanuel Traoré, un vécu en tant que maire de la commune de Digouéra, raconté dans ce livre. L'ingénieur en marketing Oula Emmanuel Traoré dénonce dans ce livre la corruption et propose des solutions pour la gestion de la chose publique en Afrique et surtout au Burkina Faso. J'ai choisi de faire ce travail pour témoigner de mon expérience de la gestion municipale, partager mon expérience, mes joies et mes peines à diriger une commune rurale au Burkina Faso et faire des propositions concrètes aux autorités de ce pays et même aux autorités africaines dans le sens de l'amélioration des choses, aussi bien au niveau de la gestion municipale que de la gouvernance même de nos États africains. L'auteur souligne aussi dans son œuvre des problèmes socio-culturels du continent africain, notamment les accusations de sorcellerie source de stigmatisation et de division. Pour lui, le choix du titre de cette œuvre a un but précis. Les colons ont tracé des frontières artificielles. Si vous remarquez, toutes ces frontières sont en train de disparaître. Nous allons vers un village planétaire. Mon œuvre s'adresse bien sûr au Burkinabé d'abord, mais aussi à l'Afrique. C'est pour ça le titre « Confession d'un maire d'une commune rurale d'Afrique ». Cette cérémonie de dédicace est l'occasion pour l'auteur d'échanger avec ses lecteurs sur les questions de gouvernance en Afrique. Oula Emmanuel Traoré a été décoré chevalier de l'Ordre national du Burkina Faso. Son livre est désormais disponible dans les librairies et en version numérique. Voilà, retour sur ce plateau, monsieur Oula Emmanuel Traoré. Rebonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, c'est un livre de 300 pages, pratiquement, oui, absolument. avec pour titre « Confession d'un maire d'une commune rurale d'Afrique ». Qu'est-ce que vous confessez dans ce livre, monsieur Oula? Je confesse mon expérience de la gestion municipale, la gestion d'une commune rurale dans un pays sans ressources, sans grandes ressources particulières. Donc dans une commune sans grandes ressources aussi. Absolument. Et qu'est-ce que vous avez retenu de tous ces moments-là? Alors, ce que j'ai retenu, c'est que d'abord, la décentralisation est une très bonne chose parce qu'elle peut permettre le développement inclusif du pays. C'est-à-dire toutes les régions du pays vont se développer en même temps. Et c'est ça qui fait effectivement l'intérêt de la décentralisation. Mais on a transféré effectivement des compétences comme les compétences dans le domaine de l'hydraulique villageoise, la santé, l'éducation, la culture, les conflits sociaux. Toutes ces compétences sont transférées aux collectivités territoriales. Mais il n'y a pas eu un transfert concomitant des ressources financières. C'est là la problématique de la gestion communale. Justement, dans une commune rurale, vous venez de le dire, d'un pays pauvre comme le Burkina Faso, quelles sont les difficultés fondamentales que le maire rencontre régulièrement? Bien, des fois, c'est un peu difficile des fois parce que on n'est pas parfois compris, on est parfois incompris avec ceux-là même pour qui vous vous battez pour améliorer leurs conditions. Parfois, on n'est pas compris même de la population. Vous travaillez pour le bien-être des populations, mais certains travaillent contre vos actions. C'est quand même une difficulté que les maires rencontrent dans les communes. Et en termes de moyens financiers? Il y a d'abord l'État qui doit faire des transferts de ressources. C'est ce qui est insuffisant. Mais il y a des ressources aussi locales que les maires peuvent avoir. Mais le plus souvent, elles sont insignifiantes. Des taxes locales, les taxes sur les charrettes, les taxes sur les armes. Vous voyez, c'est vraiment les taxes de marché. C'est insignifiant. Ça ne peut pas développer un pays. Est-ce que vos administrés comprennent que ces moyens-là, vous ne les avez pas forcément? Ils ne comprennent pas malheureusement. Les administrés pensent que le maire a tous les pouvoirs et tous les moyens. C'est ça la problématique. On vient parfois vous expliquer des problèmes auxquels vous ne pouvez pas faire face. Vous avez des anecdotes, des situations un peu bizarres, un peu difficiles, ou peut-être que vous recevez des personnes qui vous expliquent des problèmes. Oui, par exemple, il y a une dame, une vieille qui s'est présentée à mon bureau avec
un jour avec un livret d'épargne très vieux de son mari qui est mort il y a peut-être 15 ans. C'est maintenant que peut-être qu'elle a retrouvé le carnet d'épargne, il y avait à peu près 50 000 francs dedans. Elle est venue me voir pour me dire comment de l'aider à récupérer ces 50 000 francs. Mais vous savez que dans la loi bancaire, après 10 ans, l'argent est reversé au trésor. Je lui ai dit que c'est dommage, mais cet argent n'existe plus. Mais pour ne pas la laisser partir les mains vides, je lui ai donné quand même 5 000 francs de ma poche. C'est pour vous dire qu'effectivement, deux fois, nous investissons nos propres moyens dans la gestion de nos communes. Quand je vous entends parler, quand je vois vos regards, j'ai l'impression de parler à un homme vraiment passionné de la gestion des communes. Vous êtes au plus proche de la population. Après toutes ces expériences, si vous deviez donner quelques solutions pour permettre, bien entendu, à ces maires-là, à ces hommes, à ces femmes-là qui sont plus proches de la population, de bien faire le travail, quelles sont les ébauches de solutions que vous trouveriez? Bon, moi je suis né au village, je suis un fils du terroir. Et ce que je fais d'abord, c'est, je dis d'abord à mes administrés, faisons, surtout aux jeunes, faisons de nous-mêmes ce que nous pouvons faire. Ce que nous pouvons faire nous-mêmes, n'attendons pas, nous allons le faire. Par exemple, les routes sont dégradées. Bon, après l'hivernage, commençons à arranger les routes par nos propres moyens. Donc, alors, et maintenant, ce que nous ne pouvons pas, nous allons faire appel à l'administration. Voilà. Donc, il faut pouvoir sensibiliser les populations. Mais maintenant, la difficulté pour les maires, effectivement, c'est le vrai problème, c'est le manque de ressources, l'insuffisance des ressources, du moins, financières. Les affectations de ressources ne sont pas effectives? Les affectations sont effectives, elles sont erratiques. Elles ne sont pas régulières d'une année à l'autre. Si je regarde le budget de ma commune, les transferts ne font que diminuer d'une année à l'autre. Alors que les problèmes de l'hydraulique villageoise sont là. Les problèmes de la santé sont là. Les problèmes de l'éducation sont là. Il faut livrer des médicaments aux formations sanitaires. Il faut les fournitures scolaires. Il faut faire des forages. Il faut construire des écoles. Il faut construire des dispensaires. Et si les transferts sont en baisse, vous voyez, ça pose un problème. Alors, dans ce cas-là, quel est le plaidoyer que vous faites? Bon, le plaidoyer que moi je veux faire aux autorités, c'est vraiment, il faut que l'administration centrale accepte de lâcher du lest, accepte de céder certains de leurs privilèges, notamment dans le domaine des ressources financières. Vous voyez, et j'ai dit dans mon ouvrage, il ne peut pas avoir un développement de nos communes avec des budgets de l'État qui augmentent. C'est contraire. Si le budget de l'État ne fait que flamber, alors que les communes ont pris en charge une bonne partie de la responsabilité de l'État, c'est-à-dire que l'État ne s'occupe plus de l'enseignement primaire, de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique villageoise, des conflits sociaux, la promotion des femmes et des jeunes, l'emploi et le loisir des jeunes. Tout ça, c'est notre responsabilité. Mais ça coûte de l'argent. Et il faudrait, cet argent qui était, d'abord, avant la décentralisation, c'est des milliards qui étaient gérés par l'administration centrale. Il faut qu'on transfère ces milliards aux communes pour que les maires puissent travailler aisément. Alors, tout cela est mentionné dans ce livre de 300 pages. Je vous invite à le lire. C'est un livre très intéressant. Il est écrit en français facile, pas de gros mots. Tout le monde peut le lire. Il coûte combien? Alors, il coûte en librairie 14 900 francs. 14 900 francs. 14 900 francs. Vos administrés vont avoir des problèmes pour l'acheter, hein? 14 900 francs. Ben, tout le monde ne pourra pas l'acheter, mais on pourra se le passer. Donc, dans ce livre, il y a quand même la qualité. Les difficultés qu'ils rencontrent. Vous verrez tout. Avec des propositions. À la fin du 17e chapitre est dévolu aux propositions, à 20 propositions que je fais aux autorités, non seulement du pays, mais aux autorités africaines. En cette période électorale dans laquelle nous sommes, il serait intéressant que les candidats municipaux puissent s'approprier ce livre pour voir comment gérer. Les anciens maires, les maires en fonction, les prétendants au bord de maire, le public de manière générale ont besoin de lire ce livre-là. Tidiane Kaboré, bonsoir. Vous êtes notre consultant fiscaliste.
Vous venez d'entendre M. Traoré qui parle de l'aménagement des ressources financières. Comment se fait-il qu'au niveau fiscal, les petites mairies n'arrivent pas à s'en sortir? Alors, je voudrais remercier monsieur le maire pour cette production intellectuelle. Alors, votre question est quand même très intéressante. Alors, je pense que ça remet sur scène, en fait, la problématique de la mobilisation des ressources internes, même au sein de nos communes aussi. Parce qu'il ne faut pas voir seulement l'appui de l'État, il faut aussi voir l'autre volet. Qu'est-ce que les communes font aussi pour mobiliser en fait des ressources endogènes. Ça, par exemple, aussi, à cette question-là qu'il faut poser, au-delà de ce qu'il avance. Et moi, je suis plus axé sur les stratégies à mettre en place pour mobiliser davantage aussi au niveau communal. Et là, je crois que l'État central peut les appuyer, voilà, justement, peut les accompagner, justement, par la mise en place, par exemple, d'antennes fiscales, des appuis conseils. Je crois que certainement tout cela a été évoqué dans son document. En tout cas, moi, je vais le chercher et puis voilà, justement de lire pour comprendre davantage. Vous avez déjà un acheteur qui est à côté de vous. Merci, Tidiane Kaboré. Je précise que vous êtes là ce soir pour nous parler, justement, en parlant de fiscalité, d'un homme qui a été ministre des Finances dans ce pays, qui a été un grand commis de l'État et qui a tiré sa révérence. Il s'agit du père du chef de l'État, M. Charles Bila Kaboré, que vous avez rencontré. Vous pensez et vous rendez témoignage de lui comme étant un modèle en termes de fiscalité. Il est à jour de ses impôts, il a un sens très élevé de cette manne-là qui est vraiment l'une des colonnes vertébrales de la subsistance d'un État. Tout à fait. Alors je voudrais avant tout propos présenter mes sincères condoléances à sa famille. Et aussi, puisse Dieu l'accueillir dans son paradis. Alors, je l'ai connu bien dans le cadre professionnel, dans les années 2005, 2006, 2007, alors que j'étais encore en service à l'hôtel de finances de Ouidi, on appelait l'ex-Kaduro 2. Donc, c'était un monsieur très humble, un monsieur qui était chaque fois présent au niveau du service des impôts, à la date indiquée, pour reverser ce que les anciens appelaient les prélèvements, que nous appelons aujourd'hui en fait l'impôt sur les revenus fonciers. Et quand il se présentait, c'était à bonne date pour effectivement payer ses impôts. C'était un homme très exemplaire en termes... Très exemplaire, aux côtés d'autres vieux d'ailleurs, parce que je crois qu'il est décédé à l'âge de 90 ans, donc quand on voyait déjà 2005-2006, et il était quand même déjà dans les 70. Voilà, donc c'est ce qui attirait vraiment l'attention, parce que quand vous voyez quelqu'un de cet âge qui se présente, qui tient difficilement souvent sur les pieds, mais qui tient à venir payer ses impôts. Oui, mais qui vient s'allier. Et je l'ai dit, quand il vient, il n'y a pas de faveur. C'est-à-dire même quand vous voulez le faire, il refusait. Et voilà, il y a eu des fois où, quand il arrivait, on veut souvent prendre la déclaration et puis passer par des voies détournées, rentrer voir le caissier pour qu'il tire, parce que c'est un vieux. Bon, il dit non. Il dit non, mais fils, moi, je m'aligne comme tout le monde. Je m'aligne comme tout le monde au guichet. Alors que 2005-2006, l'informatisation n'était pas comme ça dans nos services. Voilà, donc il va sortir, il va s'aligner comme tout le monde et il paie. Il paie ses impôts. Il paie ses tranquillement, impôts. Tranquillement. Il s'en va. Tranquillement, et puis il s'en va. C'était un grand homme et un homme d'État, un commis. Et quand vous voyez ça, je pense que c'est vraiment aussi une invite aujourd'hui, en fait, à nous, jeunes contribuables, nous sommes tous des contribuables, pour dire que quand on voit des gens qui sont dans la soixantaine, qui ont 70 ans et plus, qui se présentent dans les services des impôts pour accomplir les obligations fiscales, je crois que ça doit être vraiment des modèles, en tout cas qu'il faut vraiment valoriser et féliciter pour que la jeunesse puisse suivre en fait les pas. Merci Tidiane Kaboré pour tous ces témoignages édifiants que vous venez de rendre à propos du père du chef de l'État qui a tiré sa révérence, je le disais, le 27 octobre dernier, grand serviteur de l'État. Il a été ministre des Finances, ministre de la Santé, vice-gouverneur de la BCEAO. Rémi Lambert-Névier revient sur son parcours et nous terminons sur cette info.
À 90 ans, Bilachal Kaboré tire sa révérence à une période où ses conseils avisés restent encore précieux pour ses proches. Il faisait partie des rares pionniers de l'administration burkinabé toujours en vie. Une administration qui l'a vu émerger, une administration qui l'a servi et façonné. Sorti de l'école normale William Ponty en 1954 avec un baccalauréat série sciences expérimentales, Bilachal Kaboré fut d'abord enseignant de 1955 à 1958. Des études plus poussées à l'Institut des hautes études d'outre-mer lui permettront d'intégrer le cercle restreint des cadres de l'administration voltaïque à partir de 1961, avec des nominations à des postes de responsabilité dans différentes institutions. Il fit son entrée dans le gouvernement de la Première République en octobre 1963 et assumera successivement le poste de ministre des Finances, puis de la Santé publique jusqu'en 1966. Vice-gouverneur de la BCEAO de 1975 à 1982, Bilachal Kaboré servira les 2 premières années de la Révolution en tant que conseiller technique et secrétaire général de la présidence du Faso avant son admission à la retraite en janvier 1985. Connu pour sa modestie, son humilité et sa loyauté, il lui aurait même été proposé de prendre la tête du pays après le soulèvement populaire du 3 janvier 1966, proposition qu'il aurait refusée. En ce 27 octobre 2020, il est regretté par plusieurs hommes d'État burkinabés qui ne cessaient de défiler à son domicile pour prendre des conseils éminemment d'intérêt général. Pieux et fervent catholique, que de prier pour le repos de son âme depuis l'église de Dapoya, où il ne manque jamais la messe de 5 heures. Bilachal Kaboré tire sa révérence en laissant un immense héritage à son pays qui l'a servi toute sa vie. Après une telle vie remplie, Papa Bila Kaboré, vous méritez votre repos éternel. Partez en paix. C'est toute une nation qui ne vous oubliera jamais et qui reste fière de son fils. Voilà, c'était un élément signé Rémi Lambert-Nebier. Et là, nous sommes en train de terminer. Siaka Coulibaly, vous avez un dernier mot à ajouter par rapport à M. Charles Bila Kaboré? Oui. Je tenais aussi à rendre hommage à M. Charles Bila Kaboré. Peut-être que, vu son âge, beaucoup ne connaissent pas qui il a été réellement. Au-delà d'être le papa du chef de l'État actuel, c'est quelqu'un qui a quand même marqué l'histoire politique du pays. Dans mes recherches, je me suis fait expliquer que le 3 janvier 1966, lorsque Maurice Yamego a été renversé, c'est son nom qui a été proposé pour assurer la transition. Donc, dans le petit cercle des oppositions qui ne sont pas très louables, qu'on ne peut pas révéler ici, on fait que ça n'a pas été possible. Et l'histoire, quelques années après, donc, peut-être lui a rendu justice en laissant son fils être... Et il suivait également les débats que nous faisons. Je sais qu'il m'a, par personne interposée, fait savoir que ce que nous faisions était très bien, etc. Donc il faut lui rendre un hommage vibrant, au-delà du fait que ce soit le père du chef de l'État actuel. C'était un homme, un Burkinabé, dont beaucoup devraient être fiers. Merci Siaka Coulibaly, merci Tidiane Kaboré pour tous ces témoignages autour du père du chef de l'État, Charles Bila Kaboré, qui a tiré sa révérence, son inhumation, je crois, c'est le 2, oui. Demain, il sera inhumé. Que la terre lui soit légère. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Et puis, rendez-vous à partir de la semaine prochaine. Au revoir.